À la une de l'actualité, les résultats provisoires du second tour des élections législatives au Mali sont connus. Et selon ces résultats, le parti présidentiel est en tête, mais sans majorité absolue. L'UPC, le principal parti d'opposition au Burkina Faso, a alerté ce jeudi sur un risque d'effondrement du nord du pays menacé par des groupes djihadistes. Et puis le président américain Donald Trump a déclaré ce jeudi qu'il serait intéressant de vérifier si l'injection de désinfectant dans le corps pourrait aider dans la lutte contre le coronavirus. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Umaro Sissoko Embalo a été reconnu comme président de la Guinée-Bissau par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette annonce a été faite ce jeudi, soit après 4 mois de blocage post-électoral. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé, face à la persistance du blocage et après analyse approfondie de la situation politique de la Guinée-Bissau, de reconnaître la victoire de Umaro Sissoko Embalo. Cette annonce a été faite dans un communiqué publié jeudi par l'organisation régionale, médiatrice dans les crises chroniques qui secouent l'ancienne colonie portugaise. Le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, a par ailleurs salué sa présence lors d'une visioconférence sur le Covid-19 jeudi. La CEDEAO, qui rassemble 15 États, demande au président reconnu de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement au plus tard le 22 mai 2020. Embalo, ex-premier ministre issu de l'opposition, a été déclaré vainqueur à plusieurs reprises par la Commission nationale électorale. Il s'est autoproclamé président et s'est fait investir le 27 février. Il s'est ensuite installé au palais présidentiel et a nommé un gouvernement dirigé par son allié Nuno Gomes Nabiam, après avoir limogé le premier ministre Aristide Gomes. L'actuelle constitution passe pour favoriser les tensions entre les pouvoirs. La CEDEAO exprime dans son communiqué la nécessité d'engager immédiatement la réforme relative à une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum dans 6 mois. Le pays, qui a connu depuis son indépendance en 1974 une succession de coups d'État, de tentatives de coups de force et de gouvernement, est dans une impasse. Le ministère malien de l'administration territoriale a communiqué ce jeudi les résultats provisoires du second tour des élections législatives de dimanche. Selon ces résultats, le RPM, le parti présidentiel, est en tête. Le parti présidentiel au Mali était en tête des résultats des élections législatives de mars-avril, avec 43 députés sur 147 à l'Assemblée nationale, selon les chiffres officiels provisoires publiés ce jeudi. Il perd une vingtaine de sièges par rapport aux élections législatives de 2018. Avec 43 députés, la formation du président Ibeka est loin d'avoir obtenu la majorité. Le parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali, est suivi d'un autre parti de la mouvance présidentielle, l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, qui obtient 22 députés. Vient ensuite la formation de l'ex-premier ministre et principal opposant Soumaïla Cissé, l'Union pour la République et la démocratie, qui obtient pour sa part 19 députés. Le taux de participation au second tour des législatives s'élève à 35,33% selon ces résultats provisoires qui doivent être validés par la Cour constitutionnelle. Après le RMP, l'ADEMA et l'URD, trio de tête, le reste de 63 sièges de l'Assemblée nationale se partagent entre 18 autres formations parmi les 21 qui ont participé à ces législatives, dont les premiers et deuxièmes tours se sont tenus respectivement le 29 mars et le 19 avril. 22 sièges avaient été pourvus au premier tour. Ces législatives avaient été maintenues malgré le contexte marqué par les violences djihadistes et le nouveau coronavirus. Le Mali a déclaré 258 cas confirmés, dont 57 guéris et 14 décès. L'enjeu du scrutin était de renouveler un parlement élu en 2013 et dont le mandat devrait s'achever en 2018 et faire avancer l'application de l'accord de paix d'Alger.
Je l'annonçais en titre, l'Union pour le progrès et le changement, le principal parti d'opposition au Burkina Faso, a alerté ce jeudi sur un risque d'effondrement du nord du pays menacé par des groupes djihadistes. Le nord du Burkina Faso est, rappelons-le, la zone la plus touchée du pays par les actions djihadistes qui ont fait plus de 800 morts et 860 000 déplacés depuis 5 ans. La région du Sahel, épicentre de la crise sécuritaire et humanitaire, est en train de s'effondrer sans que le gouvernement n'y apporte une solution. Depuis un mois, Dibo, chef-lieu de la province de Soum, situé à 200 km au nord de Ouagadougou, ville martyre, est coupé du reste du pays. Tout commence à manquer denrées alimentaires, produits pharmaceutiques, eau, gaz, carburant. Les rares produits disponibles sont vendus à des prix exorbitants. C'est ce que l'on peut retenir de la conférence de presse donnée par le vice-président de l'UPC, Amadou Diko, qui affirme également que la province du Soum vit des heures sombres et que les tueries sont quasi quotidiennes. Toujours selon Amadou Diko, l'administration est absente de la province et la population est prise en tenaille entre les forces de défense et de sécurité et les mouvements terroristes. Les groupes terroristes rackettent les populations, leur imposent des impôts et pillent le bétail. La région de Dibo enregistre environ 150 000 déplacés internes et Arbenda compte plus de 60 000 déplacés. Sur les 9 communes que compte la province de Soum, 7 se sont vidées de leur population et sont sous occupation terroriste, a poursuivi le vice-président de l'Union pour le progrès et le changement, le principal parti d'opposition au Burkina Faso. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a accusé lundi dernier les forces de sécurité burkinabè d'être elles aussi responsables des actions dans la région, notamment à Dibo. Mais ce mercredi, le porte-parole du gouvernement Romy Dandjinou a assuré qu'un convoi avait ravitaillé Dibo sous escorte militaire. Aux États-Unis, le président Donald Trump a déclaré qu'il serait intéressant de vérifier si l'injection de désinfectant dans le corps pourrait aider dans la lutte contre le coronavirus. Il a fait cette déclaration lors de son point de presse quotidien à la Maison-Blanche ce jeudi. Selon une étude du département américain présentée ce jeudi à la Maison-Blanche, le nouveau coronavirus responsable de la pandémie de Covid-19 s'affaiblit dans une atmosphère chaude et humide, ainsi que sous les rayons du soleil. À l'appui de ces dires, Bill Bryan, un haut responsable du département de la sécurité intérieure, a présenté quelques données chiffrées de cette étude. Selon ces données, une demi-vie du virus, à savoir le temps nécessaire pour réduire de moitié sa puissance, est de 18 heures avec une température comprise entre 21 et 24 degrés Celsius, avec 20% d'humidité sur une surface non poreuse. Cela inclut des surfaces telles que des poignées de porte. Même s'il est resté prudent, le président Donald Trump a noté que les États-Unis pourraient être en meilleure position avec l'arrivée de l'été. Nous sommes censés frapper le corps avec une forte lumière, qu'elle soit ultraviolette ou puissante. Et je crois que vous avez dit que nous allions tester ça. Ensuite, j'ai dit que l'on devait faire entrer la lumière dans le corps, soit à travers la peau, soit d'une autre manière. Et je pense que vous avez dit que vous alliez également tester ça. Ça semble intéressant. Puis je vois le désinfectant assomme le coronavirus en 1 minute. Et est-ce qu'il y a un autre moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l'intérieur ou presque comme un nettoyage? Comme vous le voyez, ça pénètre dans les poumons et ça crée un énorme effet. Il serait donc intéressant de le vérifier. Et pour ça, vous devez faire appel à des médecins, mais ça me semble très intéressant. Les autorités sanitaires américaines considèrent cependant que même si le nombre de contaminations au nouveau coronavirus ralentit pendant l'été, le taux d'infection va probablement augmenter à nouveau durant l'automne et l'hiver, comme c'est le cas avec des virus saisonniers comme la grippe. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique.
Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. L'affaire fait grand bruit au Cameroun. Après la reconnaissance par l'armée de sa responsabilité dans le massacre de Ngarbou, village situé dans la région du nord-ouest anglophone, des voix s'élèvent et appellent le président Paul Biya à sévir. Le quotidien Le Messager appelle clairement à la démission de 3 ministres. Il s'agit du ministre de la Défense Joseph Betty Assomo, du ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji et celui de la communication René Emmanuel Sadi. Le quotidien les accuse parce qu'ils avaient au départ nié la responsabilité de l'armée avant cette tuerie, avant d'être rattrapés par les résultats de l'enquête du 21 avril dernier. Mais quels sont à présent les rapports entre la Grande Muette et le chef de l'État après ses aveux? Aucune mésentente à en croire le soir. Entre Biya et son armée, la confiance reste intacte, écrit le journal. Cependant, loin de cette guéguerre, le jour rend hommage à ceux qui ont fait triompher la vérité. Ils se sont battus pour la vérité, titre le journal. Parmi ces personnalités figure Monseigneur Georges Nkouo, évêque de Kumbo dans la région nord-ouest anglophone du Cameroun. Au Togo, l'opposant Agbeyome Kodjo est toujours gardé à vue. Celui qui s'était autoproclamé président de la République après le second tour de la présidentielle est interrogé pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour le quotidien Liberté, il s'agit de la vendetta politique de Fort Yassimbe. Pour le journal, le chef de l'État togolais est aux manettes du dossier Agbeyome. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, c'est ce jeudi que les chefs d'État membres de la CEDEAO se sont réunis. La session extraordinaire s'est déroulée via visioconférence. Pour l'essor au Mali, les chefs d'État font front commun contre le coronavirus. Fraternité Matin en Côte d'Ivoire parle des recommandations fortes des chefs d'État de la CEDEAO. Et ce vendredi, c'est le début du jeûne musulman. Le patriote propose les conseils d'un imam pour mieux passer ce temps de prière, d'aumône et de pénitence. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.